Mon mariage avec Charles semblait inébranlable. 5 années de bonheur, de complicité et d'amour partagé. Nous formions ce que beaucoup appelaient le couple parfait. Nos rires résonnaient dans notre appartement parisien, nos projets s'entrechoquaient avec enthousiasme et nos regards ne cessaient de se croiser avec tendresse. J'étais persuadée que rien ne pourrait jamais nous séparer. Pourtant, le destin en a décidé autrement. Un matin de printemps, alors que les cerisiers en fleurs embaumaient l'air de la capitale, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. La voix tremblante de mon supérieur m'annonçait que l'entreprise devait procéder à des licenciements massifs. J'étais sur la liste. « Je suis vraiment désolé, Marie, a-t-il dit, sa voix trahissant une sincère empathie. Vous avez toujours été une employée exemplaire, mais la situation économique ne nous laisse pas le choix. » Le choc a été brutal. J'ai raccroché, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. Comment allais-je l'annoncer à Charles ? Comment allions-nous gérer cette situation ? Ce soir-là, lorsque Charles est rentré du travail, je l'ai accueilli avec un visage grave. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, inquiet. J'ai pris une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. « J'ai perdu mon emploi, Charles. » Son visage s'est décomposé. Il m'a prise dans ses bras, m'assurant que tout irait bien, que nous surmonterions cette épreuve ensemble. Mais je pouvais sentir la tension dans son corps, l'inquiétude qui commençait à s'insinuer dans son esprit. Les jours qui ont suivi ont été difficiles. J'ai immédiatement commencé à chercher un nouvel emploi, envoyant des CV, passant des entretiens. Mais le marché du travail était tendu, et les réponses positives se faisaient rares. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'utiliser mes économies pour continuer à contribuer aux dépenses du ménage. 3 000 € par mois, c'était tout ce que je pouvais offrir. Je pensais que ce serait suffisant, que Charles comprendrait. Mais je me trompais. Un soir, alors que nous dînions en silence, Charles a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Marie, je pense qu'il faut qu'on parle de notre situation financière. » Mon cœur s'est serré. Je savais que cette conversation allait arriver, mais je ne m'y étais pas préparée. « Je sais que tu fais de ton mieux, a-t-il continué, mais 3 000 € par mois, ce n'est pas assez. Nos dépenses sont bien plus élevées que ça. » J'ai senti la colère monter en moi. Comment pouvait-il dire ça ? J'utilisais mes économies, je faisais tout mon possible pour trouver un nouvel emploi. « Que veux-tu que je fasse de plus, Charles ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'émotion. « Je donne tout ce que j'ai. » Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, Marie. Mais il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça. » Cette conversation a marqué le début d'une période difficile. Charles est devenu de plus en plus distant, passant plus de temps au travail, évitant les conversations sur notre situation financière. Et puis il y avait Robert, mon beau-père. Un homme imposant, au regard perçant et à la langue acérée. Chaque fois qu'il nous rendait visite, je sentais son regard désapprobateur sur moi. Un dimanche, alors que nous prenions le café après le déjeuner, Robert a lancé une remarque qui m'a glacé le sang. « Alors, Marie, toujours pas de travail en vue ?» a-t-il demandé, un sourire en coin. « Tu sais, à ton âge, ma femme travaillait déjà 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de notre famille. » J'ai serré les poings sous la table, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Charles n'a rien dit, se contentant de fixer sa tasse de café. À partir de ce moment, la pression est devenue insupportable. Chaque jour était une lutte, chaque conversation un champ de mine. Je me sentais de plus en plus seule, incomprise, jugée. Notre mariage, qui semblait si solide quelques mois auparavant, commençait à se fissurer sous le poids des difficultés financières. Et moi, j'étais là, au milieu de tout ça, essayant désespérément de garder la tête hors de l'eau, de sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais au fond de moi, je commençais à réaliser que rien ne serait plus jamais comme avant. Notre amour, mis à l'épreuve par l'argent, révélait ses failles. Et moi, Marie, je me retrouvais face à un choix impossible, continuer à me battre pour un mariage qui s'effritait ou prendre mon courage à deux mains et envisager un avenir différent. Le pire dans tout ça ? C'est que malgré la douleur, malgré la déception, une partie de moi aimait encore Charles. Une partie de moi espérait encore que tout pourrait s'arranger.
Mais chaque jour qui passait rendait cet espoir un peu plus ténu, un peu plus fragile. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée, 5 ans après avoir dit oui à l'homme que je pensais être l'amour de ma vie, à me demander si notre amour valait vraiment plus que 3000 € par mois. Les jours passaient, et l'atmosphère à la maison devenait de plus en plus lourde. Chaque matin, je me réveillais avec un nœud à l'estomac, redoutant ce que la journée allait m'apporter. Charles, l'homme que j'avais épousé et qui avait promis de m'aimer dans les bons et les mauvais moments, semblait s'éloigner un peu plus chaque jour. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu Charles entrer dans la cuisine. J'ai levé les yeux, espérant voir un sourire, un geste affectueux, n'importe quoi qui me rappellerait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais son visage était fermé, ses yeux évitant soigneusement les miens. « Bonjour, Charles », ai-je dit doucement, essayant d'insuffler un peu de chaleur dans ma voix. Il a grogné une réponse à peine audible, se dirigeant directement vers la cafetière. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti mon cœur se serrer, une vague de tristesse m'envahissant. « Tu veux des œufs » ai-je proposé, dans une tentative désespérée de briser la glace. « Non, merci. »« Je n'ai pas faim » a-t-il répondu sèchement, avant de quitter la pièce, sa tasse de café à la main. Cette scène est devenue notre nouvelle normalité. Les conversations chaleureuses et les rires complices qui avaient autrefois rempli notre maison avaient été remplacés par un silence glacial et des échanges brefs et formels. Les visites de Robert, mon beau-père, n'arrangeaient rien. Au contraire, elles ne faisaient qu'exacerber la tension déjà palpable. Chaque dimanche, il venait déjeuner chez nous, et chaque dimanche, je me préparais mentalement à affronter ses remarques acerbes et ses regards désapprobateurs. Un de ces dimanches, alors que je débarrassais la table après le repas, j'ai entendu la voix de Robert s'élever du salon. « Charles, mon fils, tu ne peux pas continuer comme ça. Cette situation avec Marie, c'est intenable. » J'ai retenu mon souffle, me figeant sur place pour écouter la suite. « Je sais, papa, » a répondu Charles, sa voix trahissant sa fatigue. « Mais que veux-tu que je fasse ? Ce que tu dois faire, c'est lui parler sérieusement. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas se contenter de vivre à tes crochets. 3000 € par mois, c'est une plaisanterie. » J'ai senti la colère monter en moi. Comment osait-il ? J'utilisais mes économies, je cherchais activement du travail. Je faisais tout mon possible pour contribuer. Marie ? La voix de Charles m'a fait sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage un mélange de gêne et d'irritation. « Tu nous espionnes maintenant ? » Non, je débarrassais juste la table, ai-je balbutié, sentant les larmes me monter aux yeux. Robert est apparu derrière Charles, son regard froid me transperçant. « Eh bien, puisque tu es là, autant que tu entendes ce que j'ai à dire. » Les minutes qui ont suivi ont été parmi les plus humiliantes de ma vie. Robert a énuméré toutes mes supposées défaillances, du fait que je ne trouvais pas de travail à ma contribution financière risible. Charles est resté silencieux tout du long, refusant de croiser mon regard. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, j'ai pleuré silencieusement, tournant le dos à Charles qui faisait semblant de dormir. Je me sentais plus seule que jamais. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de chagrin et d'anxiété. Je passais mes journées à la recherche frénétique d'un emploi, envoyant des dizaines de CV, passant des entretiens téléphoniques, tout en essayant désespérément de maintenir un semblant de normalité à la maison. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Charles est entré dans la cuisine, le visage sombre. « Marie, il faut qu'on parle » a-t-il dit, sa voix dénuée de toute émotion. Mon cœur s'est serré. Je savais que ce moment allait arriver, mais je n'étais pas prête. « J'ai parlé à un avocat aujourd'hui » a-t-il continué, évitant toujours mon regard. Il m'a expliqué nos options. « Nos options » ai-je répété, incrédule. « Tu veux dire, pour le divorce ?» Il a hoché la tête, toujours sans me regarder. « Je pense que c'est mieux ainsi, Marie. Cette situation, ce n'est bon pour aucun de nous deux. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment notre amour avait-il pu se désintégrer si rapidement ? Charles, ai-je murmuré, ma voix tremblante, je t'en prie, ne fais pas ça. On peut surmonter cette épreuve ensemble. On s'est promis.
Les promesses ne paient pas les factures, Marie, m'a-t-il coupé sèchement. Je suis désolée, mais ma décision est prise. Cette nuit-là, j'ai erré dans la maison comme une âme en peine, incapable de dormir, incapable de penser clairement. Chaque objet, chaque photo me rappelait les moments heureux que nous avions partagés. Comment tout avait-il pu basculer si vite? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination nouvelle. Je ne pouvais pas laisser mon mariage s'effondrer sans me battre. J'ai décidé de parler à Charles, de lui ouvrir mon cœur une dernière fois. Je l'ai trouvé dans son bureau, plongé dans des papiers. Quand je suis entrée, il a levé les yeux, surpris. Charles, ai-je commencé? Ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru, je sais que les choses sont difficiles en ce moment. Je sais que je t'ai déçu. Mais je t'en prie, ne jetons pas tout ce que nous avons construit. Je t'aime, et je sais qu'au fond de toi, tu m'aimes aussi. Il m'a regardé longuement, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur de l'ancien Charles dans ses yeux. Mais elle s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue. Marie, a-t-il dit doucement, l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, il faut savoir quand abandonner. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai quitté la pièce, les larmes coulant librement sur mes joues. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de paperasse, de discussions avec des avocats, et de nuits sans sommeil. L'anxiété était devenue ma compagne constante. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond, espérant que ce serait une réponse positive à l'une de mes nombreuses candidatures. Un soir, alors que je rentrais d'un énième entretien infructueux, j'ai trouvé Charles et Robert assis dans le salon, parlant à voix basse. Ils se sont tus dès qu'ils m'ont vu. « Bonsoir », ai-je dit, essayant de garder une voix neutre. Robert m'a lancé un regard qui en disait long. « Alors, toujours pas de travail en vue ?» J'ai serré les poings, retenant la réplique cinglante qui me brûlait les lèvres. « Je fais de mon mieux, Robert. »« Ton mieux ne suffit pas, visiblement, a-t-il rétorqué, sa voix dégoulinante de mépris. Charles est resté silencieux, fixant le sol. Son silence était plus blessant que toutes les paroles cruelles de Robert. Cette nuit-là, allongé dans notre lit devenu trop grand, trop froid, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Cette maison, qui avait été notre refuge, notre nid d'amour, était devenue une prison dorée où je suffoquais un peu plus chaque jour. Le lendemain matin, j'ai attendu que Charles parte travailler. Puis, avec des gestes mécaniques, j'ai commencé à faire mes valises. Chaque vêtement plié, chaque objet rangé était comme un clou enfoncé dans le cercueil de notre mariage. Alors que je fermais ma dernière valise, mon regard est tombé sur notre photo de mariage, posée sur la commode. Nos sourires radieux, nos regards pleins d'amour et d'espoir pour l'avenir. J'ai senti mon cœur se briser une fois de plus. J'ai pris une feuille de papier et un stylo, et j'ai commencé à écrire « Charles, quand nous nous sommes mariés, nous avons promis de nous aimer pour le meilleur et pour le pire. » Je pensais que ces mots signifiaient quelque chose. Je pensais que notre amour était plus fort que ça. Je pars aujourd'hui, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je ne peux plus supporter de voir cet amour se désintégrer un peu plus chaque jour. Je mérite mieux que des regards froids et des silences accusateurs. Je mérite mieux que d'être traité comme un fardeau. J'espère qu'un jour, tu réaliseras que l'argent n'est pas tout. Que parfois, le véritable trésor est la personne qui se tient à vos côtés, même dans les moments les plus sombres. Adieu, Charles. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu cherches. Marie, j'ai posé la lettre sur l'oreiller de Charles, à côté de mon alliance. Puis, avec un dernier regard sur cette maison qui avait abrité tant de souvenirs, j'ai pris mes valises et je suis partie. En fermant la porte derrière moi, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Une page se tournait. Une nouvelle vie m'attendait, incertaine et effrayante, mais aussi pleine de possibilités. Les jours qui ont suivi mon départ de la maison ont été un tourbillon d'émotions. J'avais trouvé refuge chez ma sœur, Sophie, qui m'avait accueillie à bras ouverts. Son petit appartement dans le 15e arrondissement de Paris était loin du confort de la maison que je partageais avec Charles, mais il y régnait une chaleur et une bienveillance qui m'avaient cruellement manqué ces derniers temps. « Marie, tu peux rester aussi longtemps que tu veux », m'avait dit Sophie en m'aidant à installer mes affaires dans son bureau, qu'elle avait transformé en chambre d'appoint pour moi. Je lui étais reconnaissante,
mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un fardeau. Encore une fois. Les premiers jours, je les ai passés dans un état second, oscillant entre des crises de larmes et des moments de colère intense. Sophie était là, patiente, m'écoutant ressasser les mêmes histoires encore et encore, me tenant dans ses bras quand les sanglots devenaient incontrôlables. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. Le nom de Charles s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a fait un bond. « Tu devrais répondre », a doucement suggéré Sophie. D'une main tremblante, j'ai décroché. « Allô ? Marie ?» La voix de Charles était froide, dénuée d'émotion. « Où es-tu ? » Chez Sophie, ai-je répondu, la gorge serrée. « Je vois. Écoute, il faut qu'on parle. De la maison, des finances, de tout ça. Mon père sera là. Peux-tu venir cet après-midi ? » J'ai senti mon estomac se nouer. Robert serait là. Bien sûr qu'il serait là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Charles. Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise idée, Marie. C'est nécessaire. À 14 heures, d'accord ? Avant que je puisse répondre, il avait raccroché. J'ai fixé mon téléphone, incrédule. Qu'est-ce qu'il voulait ? A demandé Sophie, inquiète. Je lui ai expliqué la situation, sentant la panique monter en moi à l'idée de revoir Charles et Robert. « Tu veux que je vienne avec toi ?» a proposé Sophie. J'ai secoué la tête. Non, c'est gentil, mais je dois affronter ça toute seule. L'après-midi est arrivé trop vite à mon goût. À 14 heures précises, je me tenais devant la porte de ce qui avait été ma maison pendant 5 ans. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Charles a ouvert la porte. Son visage était impassible, mais j'ai cru déceler une lueur de surprise dans ses yeux. Peut-être s'attendait-il à ce que je ne vienne pas, a-t-il dit simplement, s'écartant pour me laisser passer. Dans le salon, Robert était assis dans le fauteuil, l'air grave. Il m'a à peine salué d'un hochement de tête. « Assieds-toi, Marie, » a dit Charles, désignant le canapé. Je me suis assise, mal à l'aise, sentant le regard de Robert peser sur moi. « Bien, » a commencé Charles, nous devons discuter de la suite des événements. La maison, les comptes bancaires, tout ça. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. J'ai parlé à notre avocat, a poursuivi Charles. Étant donné ta situation financière actuelle, il pense qu'il serait préférable que tu renonces à tes droits sur la maison. J'ai senti mon cœur se serrer. Cette maison, nous l'avions choisie ensemble. Nous avions passé des week-ends entiers à la décorer, à en faire notre nid. Et pour ce qui est des comptes communs, a intervenu Robert, sa voix dure, il va sans dire que tu n'y auras plus accès. Quoi, ai-je balbutié, sous le choc. Mais c'est aussi mon argent. L'argent que tu as gagné, oui, a répliqué Robert. Mais pas celui que mon fils a gagné pendant que tu vivais à ses crochets. Papa, a dit Charles, mais sans réelle conviction. Je me suis levée, tremblante de colère et d'indignation. Comment osez-vous ? J'ai travaillé dur pendant des années. J'ai contribué à cette famille autant que Charles. Robert s'est levé à son tour, me dominant de toute sa hauteur. Contribuer ? Avec quoi ? Tes misérables 3 000 € par mois ? Ne me fais pas rire. Ça suffit. La voix de Charles a claqué comme un coup de fouet. Asseyez-vous, tous les deux. Nous nous sommes rassis, Robert me lançant un regard noir. Marie, a repris Charles d'une voix plus douce, je sais que c'est difficile, mais essaie de comprendre. Tu n'as pas de travail, pas de revenus stables. Comment pourrais-tu assumer les charges de la maison ? J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Mais c'est temporaire, Charles. Je cherche du travail, tu le sais. Temporaire, a ricané Robert. Ça fait des mois que ça dure, ton temporaire. J'ai serré les poings, luttant pour garder mon calme. J'essaie, d'accord ? Je fais de mon mieux. Ton mieux ne suffit pas, a crié Robert, se levant à nouveau. Tu es un fardeau, Marie. Un boulet que mon fils traîne depuis trop longtemps. Papa. Cette fois, la voix de Charles était vraiment en colère. Ça suffit maintenant. Mais le mal était fait.
Les mots de Robert résonnaient dans ma tête, faisant écho à mes propres doutes, à mes propres peurs. C'est vraiment ce que tu penses, Charles, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Que je suis un fardeau? Charles a évité mon regard, fixant le sol. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes. Je vois, ai-je dit, ma voix étrangement calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Dans ce cas, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Marie, a commencé Charles, mais je l'ai coupé d'un geste. Non, Charles. J'ai compris. Je suis un fardeau, un boulet. Eh bien, laisse-moi te libérer de ce poids. J'ai regardé autour de moi, cette maison qui avait été la mienne, ces murs qui avaient été témoins de tant de moments de bonheur. Et maintenant, tout était gâché. Je vais prendre quelques affaires, ai-je dit, me dirigeant vers les escaliers. Marie, attends, a dit Charles, me suivant. On peut en discuter calmement. Je me suis retournée, le regardant droit dans les yeux. Discuter de quoi, Charles? Du fait que ton père me traite comme une moins que rien et que tu ne dis rien? Du fait que tu me considères comme un fardeau après 5 ans de mariage? Ou du fait que tu es prêt à me jeter à la rue sans le moindre remords? Charles a eu l'air choqué par mes paroles. Peut-être réalisait-il seulement maintenant la gravité de la situation. Ce n'est pas ce que je veux, a-t-il murmuré. Ah non, ai-je répliqué, la colère prenant le dessus sur la tristesse. Alors qu'est-ce que tu veux, Charles? Parce que je ne comprends plus. Je ne te comprends plus. Il est resté silencieux, incapable de répondre. Je suis montée dans notre chambre, non, sa chambre maintenant, et j'ai commencé à rassembler quelques vêtements, des photos, des souvenirs que je ne pouvais pas laisser derrière moi. Quand je suis redescendue, un sac à la main, Charles et Robert étaient toujours dans le salon. Robert avait l'air satisfait, comme s'il avait gagné une bataille. Charles, lui, semblait perdu, confus. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. Marie, a appelé Charles, mais je ne me suis pas retournée. J'ai ouvert la porte, sentant l'air frais sur mon visage. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard à Charles. Tu sais, quand on s'est mariés, je pensais que notre amour pourrait surmonter tous les obstacles. Je pensais que nous serions toujours là l'un pour l'autre, dans les bons et les mauvais moments. Visiblement, je me trompais. Et sur ces mots, je suis sortie, fermant la porte derrière moi sur 5 ans de ma vie. Le trajet de retour chez Sophie a été flou. Je ne me souviens pas avoir pris le métro, ni avoir monté les escaliers jusqu'à son appartement. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être effondrée dans ses bras dès qu'elle a ouvert la porte. Oh, Marie, a-t-elle murmuré, me serrant fort contre elle. Je suis tellement désolée. Cette nuit-là, allongée sur le canapé-lit de Sophie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré pour mon mariage brisé, pour l'amour perdu, pour la vie que j'avais imaginée et qui s'était évanouie comme un mirage. Mais au milieu de ma douleur, une petite voix a commencé à se faire entendre. Une voix qui me disait que peut-être, juste peut-être, c'était pour le mieux. Que peut-être, cette fin douloureuse était en réalité un nouveau départ. Cette nuit-là, entre 2 sanglots, j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas cette expérience me détruire. Au contraire, j'en sortirai plus forte, plus déterminée. Demain serait un nouveau jour. Et ce jour marquerait le début d'une nouvelle vie pour moi, Marie. Une vie où je ne serai le fardeau de personne, où je ne dépendrai que de moi-même. Avec cette résolution en tête, j'ai finalement sombré dans un sommeil agité, prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Les jours qui ont suivi mon départ définitif de la maison ont été un tourbillon d'émotions. Chaque matin, je me réveillais sur le canapé-lit de Sophie, désorientée, avant que la réalité ne me frappe de plein fouet. Mon mariage était fini. Ma vie telle que je la connaissais n'existait plus. Sophie, ma sœur bien-aimée, était un roc au milieu de cette tempête. Elle me préparait le petit déjeuner chaque matin, m'encourageait à sortir prendre l'air, et passait des heures à m'écouter ressasser les mêmes histoires, encore et encore. Marie, me dit-elle un matin, alors que je fixais ma tasse de café sans la voir, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu avances. J'ai levé les yeux vers elle, sentant la colère monter en moi. Avancer? Comment veux-tu que j'avance?
J'ai tout perdu, Sophie. Elle a pris ma main dans la sienne, son regard doux mais ferme. Tu n'as pas tout perdu, Marie. Tu t'es perdu toi-même, et c'est ça qu'il faut que tu retrouves. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Elle avait raison, bien sûr. Dans toute cette histoire, j'avais oublié qui j'étais, ce que je valais. Ce jour-là, j'ai décidé de commencer à analyser ce qui s'était réellement passé. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Chaque détail, chaque conversation, chaque sentiment. C'était douloureux, mais nécessaire. Au fil des pages, un schéma a commencé à émerger. Je me suis rendu compte que la manipulation financière avait commencé bien avant que je ne perde mon emploi. Charles avait toujours eu le contrôle total de nos finances, décidant de chaque dépense importante sans vraiment me consulter. Je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue quelques mois après notre mariage. « Chérie, m'avait dit Charles, je pense qu'il serait plus simple si je gérais nos finances. Tu sais, avec mon travail dans la banque, j'ai l'habitude de ce genre de choses. » À l'époque, j'avais accepté sans vraiment réfléchir. Après tout, il était l'expert, non? Mais maintenant, avec le recul, je voyais les choses différemment. Ce n'était pas de l'efficacité, c'était du contrôle. Et puis il y avait Robert, mon beau-père. Je me suis rendu compte qu'il avait toujours eu une influence disproportionnée sur notre couple. Ses commentaires désobligeants, ses jugements constants, sa façon de toujours se mêler de nos affaires. Comment avais-je pu laisser cela se produire? Je me suis souvenu d'un dîner en particulier, quelques semaines avant que je ne perde mon emploi. Robert était là, comme toujours, et la conversation avait dérivé sur nos projets d'avenir. Alors, Marie, avait dit Robert de sa voix condescendante, quand est-ce que vous nous faites des petits-enfants? J'avais ri, mal à l'aise. Oh, vous savez, nous prenons notre temps. Nous voulons d'abord nous concentrer sur nos carrières. Robert avait froncé les sourcils. Les carrières, les carrières. De mon temps, les femmes savaient où étaient leurs priorités. J'avais senti la colère monter en moi, mais Charles était intervenu avant que je ne puisse répondre. Papa, s'il te plaît. Marie et moi prendrons cette décision quand nous serons prêts. Sur le moment, j'avais été reconnaissante à Charles d'avoir pris ma défense. Mais maintenant, je me rendais compte qu'il n'avait fait que désamorcer la situation, sans réellement s'opposer aux idées rétrogrades de son père. Plus j'écrivais, plus je prenais conscience des schémas toxiques qui avaient empoisonné notre relation. La manipulation émotionnelle était subtile, mais constante. Charles avait toujours eu cette façon de me faire douter de moi-même, de mes décisions, de mes capacités. Je me suis souvenu d'une fois où j'avais parlé de reprendre mes études pour obtenir un master. « Tu es sûr d'en être capable ?» avait demandé Charles. « Tu sais, c'est beaucoup de travail, et avec ton emploi actuel. » Sa voix était douce, concernée, mais ces mots étaient des poignards qui sapaient ma confiance en moi. Et puis il y avait eu cette fois où j'avais voulu organiser un voyage surprise pour notre anniversaire de mariage. « Oh, chérie, avait dit Charles en riant doucement, tu sais bien que je suis meilleure pour ce genre de choses. Laisse-moi m'en occuper, d'accord ?» À chaque fois, c'était la même chose. Des petites remarques, des petits gestes qui, pris individuellement, semblaient inoffensifs. Mais mis bout à bout, ils formaient un tableau effrayant de manipulation et de contrôle. Le plus dur a été de réaliser à quel point j'avais laissé cette situation s'installer. J'avais abdiqué mon pouvoir, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Un soir, alors que je relisais mes notes, Sophie s'est assise à côté de moi. « Qu'est-ce que tu lis ?» a-t-elle demandé doucement. Je lui ai tendu le carnet. Ma vie. Ou plutôt, la vie que j'ai laissé Charles et Robert contrôler. Elle a parcouru quelques pages, son visage s'assombrissant au fil de sa lecture. « Oh, Marie » a-t-elle murmuré. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» J'ai haussé les épaules, sentant les larmes monter. Je ne savais pas. Je ne voyais pas. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Sophie m'a prise dans ses bras, me berçant doucement comme quand nous étions enfants. « Ce n'est pas ta faute » a-t-elle dit fermement. « Tu entends ? Ce n'est pas ta faute. » Ces mots ont ouvert les vannes. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai pleuré pour la jeune femme pleine d'espoir que j'étais quand j'ai épousé Charles.
J'ai pleuré pour tous les rêves que j'avais abandonnés, pour toutes les fois où j'avais douté de moi-même. J'ai pleuré pour le temps perdu, pour l'amour gâché. Mais au milieu de mes larmes, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une étincelle de colère, de détermination. Plus jamais, ai-je murmuré entre deux sanglots. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me traiter comme ça. Sophie m'a serré plus fort. C'est ça, ma sœur. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Les jours suivants ont été consacrés à une introspection profonde. J'ai analysé chaque aspect de ma relation avec Charles, chaque interaction avec Robert. J'ai commencé à voir les signes avant-coureurs, les drapeaux rouges que j'avais ignorés. J'ai réalisé que mon estime de moi s'était érodée lentement mais sûrement au fil des années. Chaque fois que Charles prenait une décision pour moi, chaque fois que Robert faisait un commentaire désobligeant sur ma carrière ou mes choix de vie, je perdais un peu plus confiance en moi. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai eu du mal à reconnaître la femme que je voyais. Où était passée la Marie pleine de vie et d'ambition? Où était passée la femme qui avait des rêves, des projets? C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais contrôler mon avenir. J'ai sorti mon vieux CV et j'ai commencé à le mettre à jour. J'ai fait des recherches sur les formations qui pourraient m'aider à relancer ma carrière. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à penser à ce que je voulais, moi, et non à ce que Charles ou Robert attendaient de moi. Sophie m'a surprise un soir, penchée sur mon ordinateur, entourée de papiers et de livres. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, curieuse. J'ai levé les yeux vers elle, sentant un sourire se former sur mes lèvres. Je reprends ma vie en main. Elle s'est assise à côté de moi, parcourant les documents étalés sur la table. Un master en gestion de projet? Marie, c'est génial. J'ai hoché la tête, sentant l'excitation monter en moi. Je me suis toujours intéressée à ça, tu sais. Mais Charles pensait que ce n'était pas une bonne idée, que c'était trop difficile à concilier avec notre vie de famille. Sophie a froncé les sourcils. Et depuis quand Charles décide-t-il de ce qui est bon pour toi? Sa question m'a fait réfléchir. Depuis quand, en effet? Depuis trop longtemps, c'était certain. Plus maintenant, ai-je dit fermement. À partir de maintenant, c'est moi qui décide de ma vie. Cette nuit-là, allongée sur le canapé lit, j'ai repensé à tout ce que j'avais découvert sur moi-même, sur ma relation avec Charles, sur la dynamique toxique qui s'était installée dans notre couple. J'ai réalisé que malgré la douleur, malgré la trahison, je devais être reconnaissante. Reconnaissante d'avoir ouvert les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Reconnaissante d'avoir une sœur comme Sophie pour me soutenir. Reconnaissante d'avoir enfin la chance de redevenir moi-même. Le chemin serait long et difficile, j'en étais consciente. Il y aurait des jours où la douleur serait insupportable, des moments où je douterais de ma décision. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Alors que je fermais les yeux, prête à m'endormir, j'ai fait une promesse à la Marie du passé, à celle qui avait été perdue dans les méandres d'une relation toxique. Je lui ai promis de ne plus jamais l'oublier, de ne plus jamais la laisser de côté. Je lui ai promis de devenir la femme forte et indépendante qu'elle avait toujours rêvé d'être. Et avec cette promesse en tête, j'ai sombré dans un sommeil paisible, prête à affronter les défis qui m'attendaient. Les semaines passaient, et je commençais doucement à reprendre pied. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui me faisaient avancer. Un matin, alors que je prenais mon café sur le balcon de Sophie, j'ai réalisé que je ne m'étais pas réveillée en pensant à Charles. C'était une première depuis notre séparation, et cette constatation m'a procuré un sentiment étrange, mélange de soulagement et de mélancolie. « Tu as l'air pensive » a remarqué Sophie en me rejoignant, sa propre tasse à la main. J'ai souri faiblement. Je viens de réaliser que je n'ai pas pensé à Charles en me réveillant aujourd'hui. Sophie m'a serré l'épaule. C'est un bon signe, tu sais. Ça veut dire que tu avances. J'ai hoché la tête, laissant le soleil matinal réchauffer mon visage. Je crois que tu as raison. C'est juste, étrange. Ce jour-là, j'ai décidé de franchir une nouvelle étape. J'ai appelé une agence immobilière pour commencer à chercher un appartement. L'idée de quitter le cocon protecteur de chez Sophie me terrifiait, mais je savais que c'était nécessaire. L'agent immobilier,
une femme nommée Amélie, a été d'une patience remarquable. Elle m'a écouté décrire ce que je cherchais, sans jamais me presser. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois, m'a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Nous allons trouver le parfait chez vous. Les visites ont commencé dès le lendemain. Chaque appartement était une nouvelle possibilité, un nouveau départ potentiel. Certains étaient trop petits, d'autres trop chers, mais je ne me décourageais pas. C'est au bout de la 3e semaine de recherche que je l'ai trouvé. Un petit 2 pièces dans le 11e arrondissement, lumineux et chaleureux. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai su que c'était celui-là. Alors, qu'en pensez-vous, a demandé Amélie, observant ma réaction. J'ai pris une profonde inspiration, sentant un sourire se dessiner sur mes lèvres. Je pense que je suis chez moi. Les démarches pour la location ont été rapides, et avant que je ne m'en rende compte, j'avais les clés dans la main. Le jour du déménagement, Sophie m'a aidé à transporter mes quelques affaires. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je reste cette nuit ?» a-t-elle demandé alors que nous déposions le dernier carton. J'ai secoué la tête. « Non, ça ira. Je pense que j'ai besoin d'être seule pour ma première nuit ici. » Elle m'a serré dans ses bras. « D'accord, mais tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord ? » Une fois Sophie partie, je me suis retrouvée seule dans mon nouvel appartement. Le silence était assourdissant. Pendant un instant, la panique m'a envahie. Qu'est-ce que je faisais ? Étais-je vraiment prête pour ça ? Mais alors que je commençais à déballer mes affaires, à trouver une place pour chaque objet, je me suis sentie de plus en plus à l'aise. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Un espace que je pouvais façonner à mon image, sans avoir à me soucier de l'opinion de Charles ou de Robert. Cette nuit-là, allongée dans mon nouveau lit, j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux que je n'avais pas encore installés. Je me suis levée, et préparé mon café, et me suis assise sur le petit balcon qui donnait sur une cour intérieure paisible. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un email qui allait changer ma vie. C'était une réponse à l'une des nombreuses candidatures que j'avais envoyées ces dernières semaines. Une start-up dans le domaine de la tech me proposait un entretien pour un poste de chargé de projet junior. Mon cœur s'est emballé. C'était exactement le genre d'opportunité que je recherchais. Une chance de repartir de zéro, d'apprendre, de grandir. L'entretien a eu lieu 2 jours plus tard. J'ai passé des heures à me préparer, répétant mes réponses devant le miroir, cherchant le bon outfit qui me ferait paraître à la fois professionnelle et dynamique. Quand je suis arrivée dans les locaux de l'entreprise, j'ai été immédiatement séduite par l'ambiance. C'était jeune, vibrant, plein d'énergie. Rien à voir avec mon ancien travail. L'entretien s'est déroulé avec la directrice des ressources humaines, une femme d'une 40aine d'années nommée Claire, et le responsable de l'équipe projet, Thomas. Alors, Marie, a commencé Claire avec un sourire encourageant, parlez-nous un peu de vous. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Eh bien, je sors d'une période difficile dans ma vie personnelle, ai-je commencé, décidant d'être honnête. Mais cette expérience m'a appris beaucoup sur moi-même et sur ce que je veux vraiment dans ma carrière. J'ai vu Thomas hocher la tête avec intérêt. J'ai toujours été passionnée par la gestion de projets, ai-je poursuivi, gagnant en confiance. J'aime l'idée de prendre quelque chose depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Et je pense que mes expériences personnelles récentes m'ont rendue plus résiliente, plus adaptable. L'entretien a duré près d'1 heure. Nous avons discuté de mes compétences techniques, de ma vision du travail en équipe, de mes objectifs à long terme. À ma grande surprise, je me suis sentie de plus en plus à l'aise au fil de la conversation. Quand je suis sortie du bureau, j'étais épuisée mais exaltée. Peu importe le résultat, j'étais fière de moi. J'avais affronté ma peur, j'avais été honnête sur mon parcours, et je m'étais battue pour cette opportunité. Les jours suivants ont été un mélange d'anxiété et d'espoir. Je vérifiais compulsivement mes emails, sursautant à chaque fois que mon téléphone sonnait. C'est finalement un vendredi après-midi que j'ai reçu l'appel tant attendu. C'était Claire. Marie, j'ai de bonnes nouvelles pour vous.
Mon cœur s'est arrêté. Nous aimerions vous offrir le poste. Thomas a été particulièrement impressionné par votre honnêteté et votre résilience. Il pense que vous apporterez une perspective unique à l'équipe. J'ai dû m'asseoir, les jambes tremblantes. Merci. Merci beaucoup. J'accepte avec joie. Après avoir raccroché, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes de joie, de soulagement, de fierté. J'avais réussi. J'avais obtenu ce poste par mes propres moyens, sans l'aide de Charles ou de qui que ce soit d'autre. Le week-end a été un tourbillon de préparatifs. J'ai acheté de nouveaux vêtements pour le travail, j'ai réorganisé mon appartement pour créer un petit espace bureau, j'ai même commencé à lire des livres sur la gestion de projets pour me préparer. Le lundi matin, alors que je me tenais devant le miroir, ajustant ma nouvelle tenue, j'ai eu un moment de pause. J'ai regardé cette femme dans le reflet, cette femme qui avait traversé l'enfer et qui en était ressortie plus forte. J'ai vu dans ses yeux une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Tu peux le faire », me suis-je dit à voix haute. « Tu es capable de tout. » Ma première journée de travail a été un tourbillon d'émotions. J'ai rencontré mes nouveaux collègues, tous accueillants et enthousiastes. Thomas m'a présenté le projet sur lequel je allais travailler, et j'ai senti l'excitation monter en moi à mesure qu'il expliquait les détails. Le soir, en rentrant chez moi, j'étais épuisée mais profondément satisfaite. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place. Je me sentais valorisée pour mes compétences, pour ce que j'étais vraiment. Les semaines ont passé, et chaque jour m'apportait son lot de défis et de satisfactions. J'apprenais énormément, je m'intégrais de plus en plus dans l'équipe. Mes idées étaient écoutées, mes contributions appréciées. Un soir, alors que je travaillais tard sur un rapport, Thomas est passé devant mon bureau. « Marie ? Vous êtes encore là ?» J'ai levé les yeux, surprise. « Oh, Thomas. Oui, je voulais juste finir ce rapport. » Il a souri. « Vous faites du bon travail, vous savez. Je suis content que nous vous ayons choisi pour ce poste. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. « Merci, Thomas. Ça signifie beaucoup pour moi. » Après son départ, j'ai regardé autour de moi. Ce bureau, ces collègues, ce travail, tout cela, je l'avais obtenu par moi-même. J'avais reconstruit ma vie, pièce par pièce. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé à quel point j'avais changé. La Marie d'il y a quelques mois aurait été terrifiée à l'idée de recommencer à zéro. Mais cette nouvelle Marie, celle qui avait survécu à la trahison et à la douleur, celle qui avait appris à se battre pour elle-même, cette Marie-là était plus forte que jamais. J'ai ouvert la porte de mon appartement, mon chez-moi, mon sanctuaire. J'ai regardé les murs que j'avais peints moi-même, les meubles que j'avais choisis, les photos de mes amis et de ma famille que j'avais accrochées. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une vague de bonheur pur me submerger. J'étais fière de moi. Fière de ce que j'avais accompli. Fière de la femme que j'étais devenue. Ce soir-là, en me couchant, j'ai réalisé que je ne me sentais plus seule. J'étais entourée de gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais vraiment. J'avais un travail qui me passionnait. J'avais un chez-moi où je me sentais en sécurité. Et surtout, je m'étais retrouvée. La vraie Marie, celle qui avait été étouffée pendant si longtemps, était de retour. Plus forte, plus sage, mais toujours pleine d'espoir et de rêves. Je me suis endormie avec un sourire aux lèvres, impatiente de voir ce que l'avenir me réservait. Les mois passaient, et ma nouvelle vie prenait forme. Je m'épanouissais dans mon travail, mon appartement devenait de plus en plus un véritable foyer, et je commençais à retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Cependant, le destin avait encore des surprises en réserve pour moi. C'était un mardi soir, je rentrais tard du travail après une réunion particulièrement intense. J'étais épuisée mais satisfaite, nous avions fait des progrès significatifs sur notre projet. En ouvrant la porte de mon appartement, j'ai remarqué que mon téléphone clignotait. J'avais un message vocal. Intriguée, j'ai appuyé sur le bouton pour l'écouter. La voix qui a retenti m'a glacé le sang. « Marie, c'est Charles. Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai besoin de te parler. C'est important. Rappelle-moi, s'il te plaît. » J'ai dû m'asseoir, les jambes tremblantes. «
Charles. Après tout ce temps, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui pouvait être si important? J'ai passé la soirée à tourner en rond dans mon appartement, débattant intérieurement sur ce que je devais faire. Une partie de moi voulait ignorer le message, continuer ma vie comme si de rien n'était. Mais une autre partie, plus curieuse, plus inquiète peut-être, voulait savoir ce qui se passait. Finalement, vers minuit, j'ai pris ma décision. J'ai saisi mon téléphone et j'ai composé le numéro de Charles. Il a décroché à la première sonnerie. Marie. Sa voix semblait fatiguée, tendue. Charles. J'ai eu ton message. Que se passe-t-il? Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, d'une voix brisée, Charles a lâché la bombe, c'est papa. Il a eu un AVC. Les médecins, ils ne sont pas très optimistes. J'ai senti mon cœur se serrer. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur et la colère, je ne pouvais pas rester insensible à cette nouvelle. Je suis désolée, Charles, ai-je dit doucement. Comment va-t-il? Il est stable pour le moment, mais... Marie, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Les factures de l'hôpital s'accumulent, et avec la maison. J'ai fermé les yeux, sentant un mélange complexe d'émotions m'envahir. Compassion, colère, frustration, tout se mélangeait. Que veux-tu que je fasse, Charles, ai-je demandé, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Il a hésité. Je ne sais pas. Je suppose que j'avais juste besoin de parler à quelqu'un qui comprenne. Cette phrase m'a frappée. Charles, l'homme qui m'avait rejeté quand j'avais le plus besoin de lui, se tournait maintenant vers moi dans son moment de détresse. Écoute, Charles, ai-je dit après un moment de réflexion. Je suis désolée pour ton père. Vraiment. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas redevenir la personne que j'étais. Je comprends, a-t-il murmuré. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité de mon salon, perdue dans mes pensées. La situation de Robert me touchait, bien sûr. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, je ne lui souhaitais pas de mal. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, j'ai appelé Sophie pour lui raconter la conversation. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» m'a-t-elle demandé. J'ai soupiré. Je ne sais pas. Une partie de moi veut t'aider, mais une autre partie me dit de rester loin de tout ça. Sophie est restée silencieuse un moment. Tu sais, Marie, parfois la vraie force ne réside pas dans le fait de couper tous les ponts, mais dans la capacité à offrir de la compassion tout en maintenant des limites saines. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que je pouvais trouver un moyen d'aider sans pour autant compromettre tout le travail que j'avais fait sur moi-même. Après mûre réflexion, j'ai décidé d'aller rendre visite à Robert à l'hôpital. Pas pour Charles, pas pour Robert lui-même, mais pour moi. Pour montrer que j'étais capable de compassion, même envers ceux qui m'avaient blessé. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs aseptisées. Quand je suis entrée dans la chambre de Robert, j'ai eu un choc. L'homme imposant et intimidant que j'avais connu était maintenant diminué, relié à des machines qui bipaient doucement. Charles était assis à son chevet. Quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés de surprise. « Marie, tu es venue. » J'ai hoché la tête, mal à l'aise. « Comment va-t-il » Charles a passé une main fatiguée sur son visage. Pas de changement pour le moment. Les médecins disent qu'il faut attendre. Je me suis approchée du lit, regardant Robert. Son visage était pâle, ses traits tirés. C'était étrange de le voir ainsi, vulnérable. Charles, ai-je dit doucement, je suis venue parce que je pense que c'était la chose à faire. Mais je veux que tu comprennes une chose, je ne reviens pas. Je ne peux pas redevenir la personne que j'étais avant. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu de la tristesse, mais aussi une forme de compréhension dans son regard. Je sais, a-t-il murmuré. Je suis désolée, Marie. Pour tout. Ces mots, que j'avais tant espérés pendant si longtemps, résonnaient maintenant étrangement à mes oreilles. Il ne changeait rien à ce qui s'était passé, mais d'une certaine manière, il apportait une forme de clôture. Merci, ai-je dit simplement. Nous sommes restés là,
en silence, regardant Robert respirer doucement. C'était un moment surréaliste, comme si le temps s'était arrêté. Finalement, j'ai pris une décision. Écoute, Charles. Je ne peux pas revenir dans ta vie comme avant. Mais je peux t'aider, dans une certaine mesure. Je connais une association qui aide les familles à naviguer dans le système de santé et à gérer les factures médicales. Je peux te mettre en contact avec eux. Charles m'a regardé, les yeux brillants de larmes. Tu ferais ça? J'ai hoché la tête. Ce n'est pas pour toi, ni pour Robert. C'est pour moi. Pour la personne que je suis devenue. Une personne qui peut offrir de l'aide sans se perdre elle-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenu ma promesse. J'ai mis Charles en contact avec l'association, je l'ai aidé à remplir certains formulaires. Mais j'ai maintenu une distance émotionnelle. Chaque soir, je rentrais dans mon appartement, dans ma nouvelle vie, et je me rappelais pourquoi je faisais tout cela. 2 semaines après ma première visite à l'hôpital, j'ai reçu un appel de Charles. Robert s'était réveillé. Les médecins étaient prudemment optimistes. Il demande à te voir, m'a dit Charles. J'ai hésité. Étais-je prête à affronter Robert? À entendre ce qu'il avait à dire? Finalement, j'ai décidé d'y aller. Quand je suis entrée dans la chambre, Robert était assis dans son lit, l'air fatigué mais alerte. Marie, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu es venue. Je me suis approchée du lit, nerveuse. Oui, je suis là. Il y a eu un long silence. Puis, à ma grande surprise, Robert a pris la parole. Je suis désolée, Marie. J'ai été un imbécile. Un vieil homme stupide et borné. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ces mots, je ne m'attendais pas à les entendre un jour. J'ai réalisé, a-t-il poursuivi, quand j'étais allongée ici, que j'avais tout faux. L'argent, le statut, ça ne vaut rien quand on est face à la mort. Ce qui compte, c'est la famille, les relations. Et j'ai tout gâché. J'ai pris une profonde inspiration. Merci, Robert. Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. Il a tendu une main tremblante vers moi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Et que je suis fière de la femme forte que tu es devenue. J'ai pris sa main dans la mienne, sentant les larmes couler sur mes joues. C'était un moment de guérison, pas seulement pour Robert, mais pour moi aussi. En quittant l'hôpital ce jour-là, j'ai ressenti un poids se lever de mes épaules. Je ne pardonnais pas complètement, pas encore. Mais j'avais fait un pas vers la paix intérieure. Les semaines suivantes ont été un exercice d'équilibre délicat. J'ai continué à aider Charles à distance, tout en maintenant mes limites. J'ai rendu visite à Robert de temps en temps, nos conversations devenant de plus en plus faciles au fil du temps. Un soir, alors que je rentrais d'une de ces visites, j'ai réalisé quelque chose d'important. En aidant Charles et Robert, en leur offrant ma compassion tout en restant fidèle à moi-même, j'avais prouvé ma force. Non pas la force de couper tous les liens, mais la force de pardonner tout en se protégeant. Cette expérience m'avait appris que la vie n'est pas toujours noire ou blanche. Qu'il est possible d'offrir de l'aide à ceux qui nous ont blessés, sans pour autant sacrifier notre propre bien-être. Assise sur mon balcon ce soir-là, regardant les lumières de Paris scintiller, j'ai souri. J'étais fière de la femme que j'étais devenue. Une femme capable de compassion, de pardon, mais aussi de force et d'indépendance. Le chemin avait été long et difficile, mais j'avais finalement trouvé un équilibre. Entre mon passé et mon présent, entre la douleur et la guérison, entre l'indépendance et la connexion. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment en paix avec moi-même. Les mois ont passé depuis cette période tumultueuse où j'ai dû faire face à la maladie de Robert et au remords de Charles. Aujourd'hui, assise sur le balcon de mon appartement, une tasse de café à la main, je contemple le chemin parcouru et je réalise à quel point ma vie a changé. Le soleil se lève sur Paris, baignant la ville d'une douce lumière dorée. C'est dans ces moments de calme que j'aime réfléchir, faire le point sur ma vie et sur les leçons que j'ai apprises. Ma carrière a pris un tournant inattendu mais bienvenu. Après avoir prouvé mes compétences en gestion de projet dans la start-up, j'ai été promu chef de projet senior. C'est un rôle exigeant, mais qui me passionne chaque jour.
Je me souviens encore de ce moment où Thomas, mon supérieur, m'a annoncé la nouvelle. Marie, m'avait-il dit, un grand sourire aux lèvres, nous sommes tous impressionnés par votre travail. Votre résilience et votre capacité à gérer des situations complexes sont exactement ce dont nous avons besoin pour diriger notre nouvelle équipe internationale. J'avais senti une vague de fierté m'envahir. Cette promotion, je l'avais gagnée par mes propres moyens, sans l'aide ou l'influence de qui que ce soit. Mais ce succès professionnel n'est qu'une partie de mon évolution. Ce qui me frappe le plus, c'est la transformation de ma perception de moi-même et de mes relations avec les autres. Je repense à cette conversation que j'ai eue récemment avec Sophie. Nous étions assises dans un petit café près de la Tour Eiffel, profitant d'un rare moment de détente dans nos emplois du temps chargés. Tu sais, Marie, m'a-t-elle dit en sirotant son thé, je suis tellement fière de toi. Tu as traversé l'enfer et tu en es sortie plus forte. J'ai souri, touchée par ses paroles. C'est grâce à toi, Sophie. Sans ton soutien, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Elle a secoué la tête. Non, Marie. C'est toi qui as fait tout le travail. Tu as pris les décisions difficiles, tu as affronté tes peurs. Je n'ai fait que te soutenir. Cette conversation m'a fait réaliser à quel point j'avais changé. La Marie d'il y a un an n'aurait jamais pu accepter un tel compliment. Elle aurait minimisé ses efforts, cherché l'approbation des autres. Mais aujourd'hui, je suis capable de reconnaître ma propre valeur, mes propres accomplissements. Bien sûr, le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de doute, des nuits où la solitude pesait lourd. Je me souviens d'une soirée en particulier, quelques semaines après ma promotion. J'étais rentrée tard du travail, épuisée après une longue journée de réunion. En fermant la porte de mon appartement, j'avais été frappée par le silence. Pendant un instant, j'avais ressenti un pincement au cœur. N'y avait-il personne pour partager mes succès? Pour me réconforter après une journée difficile? Mais alors, j'avais regardé autour de moi. Cet appartement, c'était le mien. Chaque meuble, chaque objet, chaque couleur sur les murs reflétait mes choix, ma personnalité. Et j'ai réalisé que cette solitude n'était pas un fardeau, mais une preuve de ma force. J'ai appris à apprécier ces moments de solitude, à les voir non pas comme un manque, mais comme une opportunité de croissance personnelle. J'ai commencé à explorer de nouvelles passions, à rencontrer de nouvelles personnes. Je me suis inscrite à des cours de peinture, réalisant un rêve que j'avais toujours repoussé. Chaque coup de pinceau sur la toile est devenu une affirmation de mon identité, de ma créativité longtemps réprimée. C'est lors d'un de ces cours que j'ai rencontré Elodie, une femme dynamique d'une quarantaine d'années qui est rapidement devenue une amie proche. Nos conversations m'ont ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives. Tu sais, Marie, m'a-t-elle dit un jour alors que nous rangions nos chevalets, la vie est trop courte pour la vivre selon les attentes des autres. Il faut oser être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. Ces mots ont résonné en moi, me rappelant à quel point j'avais changé. La Marie d'avant aurait cherché à plaire à tout prix, à se conformer aux attentes de son mari, de sa belle famille. Mais aujourd'hui, je sais que ma valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Bien sûr, ma relation avec Charles et Robert a continué d'évoluer. Après le rétablissement de Robert, nous avons maintenu un contact limité mais cordial. Je ne peux pas dire que j'ai complètement pardonné, mais j'ai appris à lâcher prise, à ne plus laisser la colère et la rancœur dicter mes actions. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de Charles. Sa voix était hésitante, presque timide. Marie, a-t-il dit, je sais que ça peut sembler étrange, mais, papa et moi, on aimerait t'inviter à dîner. Pour te remercier de tout ce que tu as fait, et peut-être, pour tourner la page? J'ai été surprise par cette invitation, et ma première réaction a été de refuser. Mais après réflexion, j'ai réalisé que c'était peut-être l'occasion de clore définitivement ce chapitre de ma vie. Le dîner a été une expérience surréaliste. Nous étions assis tous les trois autour de la table, dans cette maison qui avait été la mienne, essayant de naviguer dans une conversation polie et un peu maladroite. Robert, visiblement affaibli par sa maladie mais toujours aussi direct, a finalement brisé la glace. Marie, a-t-il dit, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, je sais que des excuses ne suffisent pas à effacer ce qui s'est passé.
Mais je veux que tu saches que je regrette profondément la façon dont je t'ai traité. Tu méritais mieux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. Merci, Robert, ai-je répondu doucement. Ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. Charles est intervenu à son tour, sa voix tremblante d'émotion. Marie, je suis désolée. J'ai été lâche, j'ai laissé mes peurs et mes insécurités prendre le dessus. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et je t'ai laissé partir. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ces mots. Charles, je vous remercie tous les deux pour ces excuses. Elles sont importantes pour moi. Mais je veux que vous compreniez quelque chose, je ne regrette pas ce qui s'est passé. Ils m'ont regardé, surpris. Ce que je veux dire, ai-je poursuivi, c'est que cette expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Une personne plus forte, plus indépendante, plus fidèle à elle-même. Et pour ça, je suis reconnaissante. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère plus légère. Nous avons parlé de nos vies respectives, de nos projets. Et quand je suis partie ce soir-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Cette expérience m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Que la vie que j'avais construite pour moi-même était précisément celle que je voulais vivre. Aujourd'hui, alors que je regarde le soleil se lever sur Paris, je réalise que je suis enfin en paix avec mon passé. J'ai appris à me faire confiance, à établir des limites saines, à ne pas avoir peur d'être seule. Ma vie n'est peut-être pas parfaite. Il y a encore des défis, des moments de doute. Mais je les affronte avec une confiance nouvelle, sachant que j'ai la force de surmonter n'importe quel obstacle. Je pense à la jeune femme que j'étais il y a quelques années, celle qui avait peur de prendre des décisions, qui cherchait constamment l'approbation des autres. Je voudrais lui dire que tout ira bien, qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense. Mais surtout, je voudrais lui dire que le bonheur ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans la fidélité à soi-même. Que l'indépendance n'est pas synonyme de solitude, mais de liberté. Et que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de grandir et de se redécouvrir. Alors que je termine mon café, je souris. La journée qui s'annonce est pleine de promesses et de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve. Car je sais maintenant que quoi qu'il arrive, je suis capable de faire face. Je suis forte, je suis résiliente, et surtout, je suis fidèle à moi-même. Et c'est la plus belle des victoires.